Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir, vous êtes bien sur Sud Radio et vous le savez, le dimanche soir, c'est excellent. C'est un éternel enfant de la glace et une véritable icône du patinage artistique. Vous l'aurez deviné, à mes côtés sur le plateau se trouve le double médaillé olympique Philippe Candeloro. Philippe, vous retrouvez le chemin des théâtres avec votre complice Nelson Montfort, que nous connaissons bien sur Sud Radio, pour une nouvelle aventure scénique. Ça patine à Tokyo, c'est en tournée dans toute la France. Puis il y a aussi votre spectacle La fille du marchand de sable sur glace. C'est conçu et mis en scène d'ailleurs par Olivia d'Armand Candeloro et ça arrive très bientôt. Bah oui, bonjour voilà, déjà. Ça promet. Enfin, bonsoir bienvenue. Plutôt, parce que c'est vrai qu'on on est dimanche soir, demain il faut retourner au boulot, ça va être dur. On va mettre les gens de bonne humeur. C'est excellent. C'est excellent. Et d'ailleurs, c'est l'émission qui crée le lien. Que de médaillés sur ce plateau aujourd'hui. Elle est chef pâtissière et elle vient d'être nommée chevalier de l'Ordre national du mérite en reconnaissance de son parcours d'excellence. Jessica Préalpato s'impose comme une figure incontournable de la gastronomie contemporaine. Jessica, vous avez aussi été sacrée meilleure pâtissière du monde en 2019 et vous réinventez l'art sucré avec la décéralité. C'est tout un concept. On a hâte que vous nous en parliez. On s'en lèche les babines d'ailleurs. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Avec plaisir. Et vous, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue chez vous, c'est excellent. Alors, Philippe Candeloro, ça patine à Tokyo donc. Bah oui, ça patine à Tokyo à 20h30 et puis, comme je dis souvent à la fin du show, ça tapine à Tokyo à 23h30. Voilà. Donc, on saura tout. En fait, on fait deux séances. Les deux avec Nelson Montfort, évidemment. Bah évidemment. Il y a un changement de costume entre les deux. Non, lui, il va se coucher et on prend quelqu'un d'autre à sa place. Alors, c'est en tournée dans toute la France. C'est mis en scène par Hugo Crémaschi, également co-auteur de la pièce. Il est assisté de Julien Grange. Alors, le pitch, grosso modo, vous êtes à Tokyo pour commenter la finale des championnats du monde de patinage artistique, et puis là tout bascule, il y a un corps inanimé qui est découvert dans la baignoire de votre chambre. Voilà, en fait, de Nelson, quand il arrive, moi j'ai sorti. Non, on peut pas tout dire non plus. Mais comme je suis sorti toute la nuit, lui il arrive à 7h du matin, comme d'habitude, en fait. Frais comme un gardon pour aller visiter la ville, sauf que moi, je suis rentré 2 heures juste avant. Vous n'êtes pas très frais, vous. Pas très frais, je me rappelle pas de ce qui s'est passé d'ailleurs. Et effectivement, il y a un corps inanimé dans ma salle de bain. Et alors, pour dénouer l'intrigue, allez-y. Ce corps inanimé, c'est le corps du champion de patinage français qui doit concourir pour le championnat du monde le soir même. Donc là, je vous dis pas la galère, parce que nous, on est victime d'un chantage des Yakuza, là, où on doit dire que les Japonais sont meilleurs que les Français, sauf que moi, je refuse de faire ça. Et on s'engueule, on se drague, et puis c'est très sympa. Vous éclatez, en fait. Ah ouais, on se marre bien, surtout quand on sort des textes. Ouais. C'est ça qui est amusant. Quand vous faites de l'impro, d'autant plus, c'est ça ? On essaye. Après, forcément, il faut. Ce qui est dur. C'est en fonction du public, un petit peu, non ? Que ça se passe ? Ouais, puis c'est en fonction de l'ambiance qui règne dans la salle. Moi, c'est le moment que je préfère parce que c'est là où ça décontenance un petit peu Nelson. Ouais. Vous aimez bien décontenancer Nelson. J'essaye parce que c'est ce qui fait marrer les gens. Donc en fait, il faut leur donner ce qu'ils sont venus chercher. Et alors, comment c'est né l'idée de cette intrigue là ? Comment vous avez décidé de faire ça ensemble ? À la base, moi, j'étais en train de me faire écrire un one-man show qui s'appelait Candeloro sans glace, parce que j'étais en train aussi. Pas mal aussi. Progressivement, il faudrait que je lâche les patins parce qu'à 53 ans, ça devient un petit peu dangereux, difficile et compliqué. Vous le sentez, ça ? Oui, bien sûr. De toute façon, je suis qu'un humain. Bah oui. Donc, à un moment donné, il faut revenir les pieds sur terre ou les patins bien à plat. Et j'ai eu un petit coup de flip sur ce. On avait pris, c'était Arnaud Gidouin avec Nicolas Nebaud qui devait faire la mise en scène. Ouais. J'ai eu un peu peur parce que je me suis rappelé que tous mes collègues qui faisaient de la télé avant, qui étaient déjà connus, quand ils ont voulu faire un one-man show, ils s'en sont pris plein la tête. Donc du coup, ça m'a fait un peu peur et cette pièce est tombée un peu à point pour 2 raisons. 2, je me suis dit, tiens, autant partir à 2 sur les planches plutôt que tout seul. Au moins, c'est plus sympa. On va se protéger l'un et l'autre. Nelson, parti à la retraite. Finalement, c'est tombé au bon moment parce que ça nous permet de continuer à aller voyager dans toutes les petites villes de France qui veuillent bien prendre le spectacle, rencontrer des gens qu'on n'a jamais pu voir, lui comme moi, parce que s'il n'y a pas de patinoire dans une ville, moi, Et puis inversement, les gens viennent à votre rencontre aussi. Aussi, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on voit une population qu'on n'a pas eu l'habitude de côtoyer. Donc, c'est plutôt amusant. Et puis le théâtre. Puis les gens, ils s'éclatent, ils sont ravis, ils sont hyper contents de vous voir. Comme je dis, on a une chance inouïe, c'est qu'en fait, déjà, c'est le spectacle avec Philippe et Nelson. C'est pas comme si on venait faire la première partie de Joule, tu vois. Non, c'est sûr. Donc finalement, ceux qui viennent, c'est ceux qui nous aiment. Oui. Donc c'est rare que les gens qui viennent voir leur idole soient déçus de la soirée. Oui, même si le spectacle n'est pas terrible. Mais pour le coup, nous, on s'amuse bien et les gens s'amusent bien. Alors, il y a des souvenirs aussi de votre carrière. Il y a vos performances emblématiques. Il y a des anecdotes inédites. Racontez-nous une petite anecdote comme ça du spectacle. Sur quoi ? Sur le spectacle ? Ouais.
C'est-à-dire que Nelson, dans le moment au début, il prétend, comme il voit un homme dans ma salle de bain, il prétend que je suis of the boys. Tout ce que j'ai combattu toute ma vie, puisque toute ma vie, je me suis fait traiter de tapette parce que j'avais choisi du patinage artistique. On peut dire homosexuel aussi, parlons vrai sur Sud Radio. Moi, à l'époque, on me disait tapette. D'accord. Donc, je répète les insultes qu'on me faisait à l'époque. Tapette à fromage, quoi. C'est ça. Cassage du poignet, on dit. Ok, d'accord. Et donc, du coup, je lui dis, non, ça. Et puis, je suis marié, Et puis, donc, à un moment donné, je le prends à son propre jeu. Je lui fais une déclaration d'amour. Voilà. Dans une posture un peu délicate où on peut s'abîmer les genoux, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Bon, et du coup, en fait, c'est ça c'est une anecdote parce que des fois, il s'attend pas. Et puis, des fois, j'en rajoute aussi. Donc, et puis, de temps en temps, je lui dis. Est-ce que vous le voyez franchement gêné de temps en temps sur scène? Ça ou est-ce qu'il joue le jeu totalement? Ça peut arriver. Surtout, un jour, je lui dis, on dirait que t'as encore une petite... je sais pas si je peux le dire à la radio. Montée d'adrénaline. Une petite montée d'adrénaline, c'est exactement ça. Merci Jessica. Et donc du coup, ça me met mal à l'aise. J'aurais pas trouvé ça, j'aurais pas trouvé mieux. Non, mais en public, ce qui est génial, c'est qu'on retrouve en fait cette liberté d'expression qu'on a complètement perdue quand on s'auto-censure à la télévision. Sauf sur Sud Radio. Oui, mais moi en même temps, vous me regardez avec des gros yeux comme ça. Mais non, j'ai des lunettes. J'ai peur. Ah bon, j'avais pas remarqué. Et alors, le public. J'avais pas les yeux aussi hauts, dis donc. J'adore cette émission. Alors, le public qui devient parfois acteur de l'enquête, si j'ai bien compris. Ah, pas chez nous. Pas chez vous? Pas chez nous. Ce qui est plus compliqué pour nous, c'est qu'on doit commenter du patinage artistique à un moment donné, alors qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de patineur. Il n'y a pas de spectacle. C'est un peu cocasse, quoi. On doit faire emmener les gens dans ce qu'on est en train de raconter. Ça, j'avoue que c'est un exercice un peu difficile. Et alors, ce Nelson qui est très sérieux et en même temps totalement excentrique, finalement, vous vous êtes trouvés tous les deux, parce qu'il y a une espèce de juste milieu entre vous sur l'énergie que vous donnez sur scène et au public. Je ne sais pas s'il y a un juste milieu, parce qu'on était complètement aux antipodes. Oui, mais justement, vous vous êtes retrouvés au milieu, c'est bien ce que je dis. Oui. Quelque part, c'est ça. Lui, il s'est rajeuni en venant un petit peu dans mon milieu. Et puis moi, je suis allé un petit peu dans son cercle d'amis. Est-ce que vous êtes plus sérieux, du coup? Moi? Non. Non, parce que sinon, ça serait plus moi. Donc, il faut garder un peu son ADN, je pense, au minimum 95%. Au moins. Un petit peu comme la pâtisserie. Tu vois, si tu te plantes à 5%, ça va, mais à 7%, c'est mort. On va en parler de la pâtisserie, Jessica. Elle est impressionnante aussi, très, très originale. Alors, être commentateur sportif, ce que vous faites pendant la pièce, ça vous parle aussi, Philippe, puisque après votre carrière sportive, vous êtes devenu, vous, consultant sportif pendant longtemps. 19 ans. Voilà, c'est ça, pour la télé. J'ai supporté Nelson, 19 ans, et lui m'a supporté aussi. Donc finalement, vous avez l'habitude de jouer le jeu tous les deux, quoi. Oui, mais c'est pas du tout le même métier. C'est-à-dire que le théâtre, déjà, en plus, il y a une intrigue, donc il faut pas spoiler la fin. Quand on se permet de faire des allées et venues comme ça, il faut revenir dans le texte. C'est parce que le cadre est là, quoi. C'est ça. Fait. Et ça, c'est dur parce que nous, quand on faisait du commentaire de patinage, on préparait rien. On n'était pas en train de dire, tiens, qu'est-ce qu'on va raconter sur telle et telle personne. C'était en fonction de Tout était en impro toujours? En live. Mais bon, en impro. Le live, c'est de l'impro. Oui, mais le live, moi, quand je fais du live, je fais des petites notes quand même. Moi, je travaille un peu mes notes sur les nouveaux patineurs, parce qu'aujourd'hui, il y a du turnover important, donc tu es obligé de connaître un petit peu les noms. Comme je fais plus de compète, je suis pas mélangé à eux tout le temps, mais faut comme un minimum connaître les potins, qu'est-ce qui se passe. On avait notre collègue Annick qui était encore dans le milieu du patinage, donc elle avait des informations. Nelson, lui, il faisait des présentations en rajoutant ce qu'il fait, 1000%. Et puis après, en fonction de ce qui se passait sur la glace, il y avait une connerie à raconter pour faire patienter en fait le téléspectateur qui, pendant les notes, des fois, que c'est très très long et un peu chiant. Même quand il y a des programmes que j'estimais moi-même chiants. Avec vous, il s'ennuie pas, a priori, le spectateur. J'essayais de garder un téléspectateur qui n'était pas venu là, finalement, ou qui est arrivé par hasard, qui allait rester 5 minutes. Moi, mon but, c'était qui vous ait choisi, quoi. Comme les gens qui viennent vous voir au théâtre, finalement. Même pas ça, parce que notre spectacle est beau. Par contre, mon principal objectif, c'était... Les gens, ils écoutaient, ils regardaient les émissions que vous commentiez, justement parce que c'était vous. Oui, d'ailleurs, il nous disait souvent, avec vous, on écoute le patinage, plus qu'on le regarde. Voilà. Alors qu'en fait, c'est un sport télégénique. Et puis, c'est un beau sport. Alors certes, des fois, on était peut-être un peu trop bavard sur les musiques, mais moi, il y a des programmes, quand je vois que ça ne me passionne pas, je me dis qu'un gars de ma tranche qui arrive là, dans son canapé, avec une bière à la main, qui a malheureusement appuyé sur France Télévisions et qui tombe sur le patinage... il faut le laisser, il faut qu'il reste avec nous. Donc c'était ça mon objectif, moi. C'était de garder ces gens-là. Et donc finalement, est-ce que cette scène de théâtre, c'est la continuité de votre relation avec Nelson depuis toujours? C'était une évidence, quoi.
quelque part un petit peu. C'était pas programmé, c'était pas prévisionné. C'était un peu la suite logique, quoi. Mais finalement, c'est le destin qui nous emmène sur une nouvelle route qui visiblement se passe très bien. Et si on peut faire 20 ans encore comme ça, déjà ça sera bien pour Nelson. Et si moi, on lui fait un gros bisou s'il nous écoute. Si moi j'arrive à vieillir aussi bien que lui, je serais très content. Voilà. Jessica Préalpato, vous qui êtes grande pâtissière, si vous deviez créer une pâtisserie inspirée de l'univers du patinage artistique et de sa personnalité à ce cher Philippe Candeloro, qu'est-ce que vous auriez envie de créer ? Alors du coup, les deux mélangés, c'est différent. Parce qu'au début, j'allais dire patinage artistique, j'allais faire quelque chose de difficile. Très... difficile aussi, ouais. Plus épicé peut-être. Ouais, peut-être plus épicé, pas mal de gingembre, je pense. Pas mal de produits un peu aphrodisiaques. Est-ce que vous avez, dans les pâtisseries que vous avez déjà créées à la carte, du Saint-Régis par exemple, il y en aurait une qui correspondrait à Philippe ? Qu'est-ce que vous lui feriez goûter en premier par exemple ? J'en ai une qui est pas mal en ce moment, qui a pas mal de caractère. Du coup, au gingembre. Bon, désolé, je sais pas pourquoi je vous associe à ça, mais c'est parti. On s'en doute un peu, on va s'en lancer là-dedans. Non, mais j'en ai pas besoin. Pas encore. Mais non, on a un dessert autour du basilic. Donc, on fait un condiment avec du basilic brûlé. Donc, le condiment, c'est vraiment ce qu'on met à la base de l'assiette. Donc, avec du basilic brûlé et de la mûre. Et ensuite aussi, au-dessus, on fait une salade de mûre avec des prunes qui sont snackées. Donc, vraiment sur une grillade. Et un sorbet aux herbes, donc c'est une extraction de plusieurs herbes. Donc, de la verveine, du basilic thaï, basilic vert, de la menthe poivrée, de la menthe... ouais. Et ensuite, à quelle heure il est prêt, le gâteau ? Quand vous voulez. Je vais venir déguster, finalement. Avec plaisir. Vous dites que je ressemble un peu à ça, tous ces trucs. Et c'est quoi le nom de cette pâtisserie ? Il n'y a pas forcément de nom de pâtisserie. Vous leur donnez pas des noms, vous ? Non, pas du tout. D'accord. Ouais, non, Candel, vous avez qu'à l'appeler le Candel. Ouais, voilà. Ouais, si vous voulez. Bon, voilà, c'est excellent. À base de candérène, tout va bien. Voilà, non, du vrai sucre, enfin. C'est hyper frais et très piquant. Bon, eh bien, à vos côtés pour des histoires qui inspirent. Vous l'aurez compris, c'est excellent sur Sud Radio. On est en compagnie du patineur artistique ultra médaillé Philippe Candeloro et de la chef pâtissière très médaillée elle aussi, Jessica Préalpato. Vous restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et croyez-moi, c'est le bon choix. Mieux encore, c'est excellent. Avec moi ce soir, Philippe Candeloro et son spectacle Ça patine à Tokyo avec Nelson Montfort. Sans oublier La fille du marchand de sable sur glace. C'est une féerie sur glace, évidemment, à venir bientôt. Et puis, Philippe, vous êtes accompagné de la chef pâtissière Jessica Préalpato, chevalier de l'Ordre national du mérite, meilleure pâtissière du monde 2019 et à l'œuvre au goûter de l'hôtel Saint-Régis à Paris. Voilà, je l'ai bien descendu, Jessica. Ouais, c'est parfait. Parce que vous avez beaucoup de prix, Oui, c'est vrai. Vous les enchaînez. Il y a le Gauthier Milo. Oui, exactement. La même confrérie. Ok. Pas encore de la même confiserie, mais en tout cas, la même confrérie. C'est vrai. Chef pâtissière de l'année par le guide Gauthier Milo. Oui. C'était cette année-là. Non, c'était en 2020. 2020, d'accord. 2020, et non, cette année, c'était le meilleur goûter par la liste. Dis donc, vous arrêtez pas, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est la route vers le succès. C'est ce qui fait aussi la communication et c'est ce qui fait que les gens ont envie de venir goûter aussi les pâtisseries. Ouais. Et on aime que ça soit une femme qui reçoive l'Ordre national du mérite, parce que vous êtes grade de chevalier maintenant. C'est une distinction qui honore les engagements en faveur du rayonnement de la gastronomie française, en l'occurrence. Et puis en récompense de votre parcours d'exception, l'idée c'est qu'en plus votre pâtisserie, elle est transparente, elle est plus durable, elle est alignée aussi aux enjeux du monde actuel, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Je travaille avec beaucoup de producteurs, beaucoup trop, si j'écoute mon pâtissier qui passe les commandes tous les soirs. Il en peut plus. Mais c'est vrai que c'est une grosse gestion, mine de rien, c'est une grosse gestion aussi à faire. Oui, parce qu'on imagine que, alors vous parliez de la noisette en antenne tout à l'heure, mais il y a les fruits, il y a la farine, il y a le beurre, enfin non, vous mettez pas de beurre. On a une personne qui nous fait du beurre. Si, un peu de beurre quand même. Un petit peu. L'huile d'olive, on en a 3, le miel, on a 5-6 producteurs différents en fonction de ce qu'on a envie. Oui, parce que vous mettez beaucoup de miel à la place du sucre. C'est ça. On change beaucoup. On n'utilise pas beaucoup de sucre blanc. On utilise quand même pas mal de miel. Donc miel corse, donc châtaignier, miel d'arbousier. Et ça apporte aussi beaucoup de goût et beaucoup de caractère au dessert. Donc ça nous aide quand même pas mal pour pouvoir assaisonner nos desserts aussi. Ouais. Et alors, vous avez inventé un concept qui s'appelle la desséralité. On vous trouve à la carte du goûter de l'hôtel Saint-Régis à Paris. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Ah oui, voilà. Expliquez-nous la desséralité. Qui me demandent c'est quoi ce mot. Des copains avec qui j'ai pas été à l'école du coup. D'accord. Bon, en même temps, vous avez été à l'école du patin, tout va bien. On vous écoute, Jessica. La desséralité, alors c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Alain Ducasse, quand j'étais sa chef pâtissière. Oui, après moi j'ai développé le concept, mais en gros ce mot-là, il est né quand on a écrit le livre Desséralité.
Et c'est un mélange entre dessert et naturalité. Ils voulaient pas appeler ça de la pâtisserie parce qu'ils considéraient que ce qu'on faisait aux 3 étoiles, c'était pas de la pâtisserie. Mais il fallait quand même essayer de garder ce côté gourmand et côté dessert. Donc voilà, il a mixé ce nom-là. Et puis je me souviens, on était autour de la table, il a dit allez hop, on va le déposer. Donc ça s'est fait hyper vite. Et ça a été le nom du livre qu'on a sorti en 2019, 2020. Et du coup, voilà. Donc c'est un concept. J'aime pas dire concept parce que c'est quand même, c'est plus c'est un univers qu'on a créé. C'est un mot marketing. Concept. Ouais, c'est un petit peu ça, mais en soi, c'est vraiment tout un univers autour. Alors aujourd'hui, vous allez me dire que c'est totalement logique, mais il y a 10 ans, moi j'ai commencé au Plaza du coup en 2015. La saison, c'était pas forcément hyper commun. Il y avait des choses qui étaient pas forcément hyper communes. Ils avaient enlevé la viande aussi à la carte, donc on avait juste du poisson, donc chose qui était assez limite pas logique dans un. Ouais, exactement. C'était assez novateur. On a mis des graines, on a mis des céréales, on a mis des herbes, donc c'est quelque chose qui était pas forcément. On est un peu dans l'époque de la graine quand même. J'ai envie de dire. Ouais, aujourd'hui, oui. Oui, beaucoup, oui. Comment on fait pour quand on veut sortir une nouvelle recette? En fait, comment? Ça aurait été une créatrice. Faut avoir la tête vide, faut avoir. C'est bien parce qu'il pose les questions à ma place. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais parce que ça m'intéresse. Moi, j'ai fait le meilleur pâtissier, donc j'ai vu que c'est hyper chiant. Enfin, c'est pas le mot. C'est chiant, vous avez le droit. Parlons vrai sur Sud Radio. Okay. Et en fait, si tu te foires à 2 minutes ou à 2 grammes près, en fait, t'es mort dans une pâtisserie. La chance que j'ai, c'est que je fais vraiment, c'est des desserts instantanés, donc c'est des desserts cuisinés, un petit peu comme de la cuisine, donc on n'a pas vraiment de recette. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous voulez, quoi. Je forme des palais. Et alors, il n'y a pas de sucre raffiné, il y a peu de crème et de beurre. Et puis, pour supprimer les produits bruts, en fait, c'est ça l'idée, c'est vraiment qu'on ait le goût du produit tel qu'il est, quoi. C'est ça. Monsieur Ducasse m'a dit, quand je suis arrivée au Plaza Athénée, il m'a dit, on va enlever tout. On enlève la crème, on enlève le beurre, on enlève les biscuits, on enlève la pâte. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pas rester grand-chose à faire. Et du coup, j'ai compris qu'il voulait qu'il y ait vraiment que le produit. Donc, on a commencé à travailler toutes nos bases avec des céréales, avec des graines, avec des farines. Donc, toutes des farines complètes qui sont pas forcément raffinées comme aujourd'hui. Mais voilà, on travaille tout ça. Et puis c'est comme ça qu'on a réussi à créer ce mouvement entre guillemets de dessert-alité. Et puis aussi la mise à l'honneur du savoir-faire de vos producteurs, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Hyper proche de vos producteurs. Exactement. Vous les connaissez tous très expliquer aussi à mes équipes, qu'aujourd'hui on reçoit peut-être des caisses de pêche, mais qu'il y a eu beaucoup de travail derrière et que c'est pas juste aller les balancer dans la chambre froide et les renverser comme ça. Essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, la récolte. Ça vous plaît pas si les on balance voir. Les caisses, c'est magique. Et là en ce moment, du coup, on est en train de finaliser un livre avec La Martinière. Ouais. Et du coup, on va voir les producteurs et on va essayer de faire comprendre aux clients et aux gens et aux lecteurs, du coup, comment on va récolter des graines de tournesol, comment on en arrive vraiment du champ à l'assiette. Et je trouve ça, c'est magique d'aller les voir, du coup. Ouais. Alors, il y a un autre truc qui vous arrive cette année, c'est que vous faites partie du trio choisi par Eurostar pour incarner une nouvelle garde audacieuse et engagée de la gastronomie à bord de ces trains. Qu'est-ce que ça donne, ça ? Ça donne plutôt bien. Ouais. J'avais un petit peu faire des vrais desserts dans l'Eurostar. On arrive à faire des vrais desserts et on arrive à avoir nos producteurs côté Londres et côté France. Donc ça, c'est plutôt canon. Et ça, c'est quelque chose que j'avais absolument imposé à Eurostar parce que pour moi, c'était juste pas possible de faire différemment. Parce qu'on a toujours peur quand on signe avec des grosses marques, des grosses sociétés, et en l'occurrence Eurostar, de se voir contraindre des prix qui ne sont pas forcément liés aux produits. C'est pour ça qu'ils font plus de jelly, là, ou la gelée. Jello. Exactement. Donc ça, on l'a enlevé. Alors, c'est vrai que pour le coup, j'ai la chance de travailler sur la première classe. C'est dommage, ça ne doit pas plaire aux Anglais de ne plus avoir de jello. Non, mais ils sont contents d'avoir de nouveaux goûts. À chaque fois, c'est des épices. Je vous avoue qu'au début, je suis partie un petit peu loin. Je suis revenue en arrière, donc on a modifié une bonne partie d'une carte. Parce qu'ils n'ont pas un palais habitué comme non, celui des je pense Français, qu'il faut arriver à trouver le bon compromis. Donc des fois, on met de la madeleine, mais alors, au-dessus, vous faites on de met la du chanvre. tartelette à la framboise et à l'estragon, par exemple, du baba à la pêche à l'abricot et au trèfle doux. Ouais. Du gâteau au miel, pollen et fromage blanc. Bon, ça me choque moins. Trèfle doux. Qu'est-ce que ça a comme goût, le trèfle doux ? Je sais pas du tout. Je pense que c'était le mélilo, à mon avis. Peut-être qu'on vous avale. Mais du mélilo, c'est une plante jaune qu'on peut trouver. Alors, moi, mon producteur est en Lorraine, mon cueilleur, pardon. D'accord. Et du coup, c'est une plante où on va travailler. Donc, et les fleurs, c'est ça exactement. Voilà, on lui demande un petit peu. Et après, là, il m'a envoyé un message hier. Il m'a dit, tiens, je commence à avoir des sénelles, des prunelles. Après, il faut savoir ce qu'on en fait. C'est un peu plus compliqué parce que c'est pas des produits qu'on utilise beaucoup. Mais en tout cas, on fait avec la nature, avec ce qu'on reçoit. Et puis, on essaye de les travailler, de les sublimer. Et puis, on fait nos desserts avec. Trèfle à 4 feuilles. Ça porte bonheur, ouais. On va en manger tous les jours. Mais il y a plein de choses à travailler et puis qui sont très en lien aussi avec la santé, mine de rien, donc c'est hyper intéressant. Ouais. Et l'idée, c'est aussi de porter et de faire valoriser le savoir-faire à la française de l'autre côté de la Manche. Quoi. J'ai un vrai souci avec... bon, après, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, mais en tout cas, oui. Vous avez un vrai souci avec quoi, Jessica ? On va pas parler politique ici. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'il faut mettre en avant l'agriculture française. Vous trouvez que c'est pas assez mis en avant ? Non, pas du tout. Après, il y a des enjeux qu'on ne maîtrise pas forcément, mais de coûts, de tout, en fait. Aujourd'hui, il y a une grosse partie
partie de la production de farine, par exemple, qui est faite en France, qui est vendue en Allemagne, qu'on rachète en Allemagne. Enfin, il y a des choses qui sont pas très logiques pour moi. Mais j'imagine que c'est logique. C'est pour ça que le lien direct avec le producteur, pour vous, c'est hyper important. Et je me dis qu'on est vraiment, c'est à nous de montrer. Ça les fait vivre aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est à nous de montrer le chemin. On allait chercher notre litre de lait à la ferme à côté ou les œufs. On parlait pour vous, Philippe. Bah non, mais moi j'ai connu ça en Normandie. Vous avez grandi à la campagne? Ouais, un petit peu. Enfin, mes parents avaient une vieille bicoque en Normandie, et donc c'était ça. Bon, il donnait la timbale, il dit allez, va me chercher du lait là. Hop, ça sortait presque direct de la vache, c'était bon. Ouais, c'est vrai que c'est important. Je me dis, nous, on a la chance de pouvoir demander des petites, entre guillemets, des petites quantités, pas forcément, voilà, on n'est pas des industriels, mais on arrive à avoir des petites quantités, donc autant les faire marcher et les faire travailler au bon prix et puis les mettre en avant. C'est très important. Et alors, vous avez quand même une connaissance intime de chaque fruit, de chaque plante, de chaque légume, et c'est comme ça que vous les assemblez en fait. C'est-à-dire que vous avez tout goûté avant. Ouais, c'est ça. Ouais. On a eu quelques loupés des fois, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas forcément. Typiquement, le mélilo, si vous le laissez sécher ou limite moisir sur la feuille, ça peut être très toxique. Ok. Donc du coup, voilà. Après, je me suis quand même beaucoup renseignée sur tous les produits pour pas utiliser n'importe quoi. Toxique pour les femmes enceintes, par exemple, aussi. Et il y a beaucoup de produits qui le sont quand on est enceinte, donc on fait attention. Je note, on va débarrasser directement, il faut que je le fasse. Donc voilà, vous lui faites une petite infusion de mélilo tous les jours à 18h, et à mon avis, ça devrait plutôt bien se passer. Bah, oui, il y a des produits toxiques comme ça. Ouais. Je vais vous poser un peu la même question à l'inverse que j'ai posée à Jessica. Imaginons que chaque mouvement sur la glace soit une pâtisserie. Quel type de dessert, selon vous, pour vous, incarnerait vos sauts, vos pirouettes, vos émotions en action, quand vous êtes en action comme ça? C'est en même temps une base de fouetté. Donc, il y a un peu, on pourrait penser à de la crème glacée, crème fouettée. Ouais. Ça serait plutôt un dessert plutôt tiède, pas complètement gelé, tu vois. C'est un peu con de servir de la glace. Le chaud, le froid, quoi. Ouais. Mais tiède, enfin pas tiède non plus. Le chaud, le froid, ça fait tiède, non? Toi, moi, je vois plutôt quelque chose de léger, un peu mousseux. Une pavlova, quoi. Ouais, une pavlova. Alors après, la meringue pourrait venir glacer un peu plus le avec mâchage. Une petite boule de glace vanille, sinon, c'est bien. Non, même pas. Moi, je ne mettrais pas ça. Non, il faudrait que. En fait, comme on est dans un univers un peu froid, un peu dur, la pâtisserie, il faudrait qu'elle relève un peu plus de chaleur, plus douce. Voilà. Ouais, c'est comme ça que je ferais, mais après, je ne suis pas pâtissier. On va faire un 4 mains. Ouais, carrément. Avec plaisir. On a fait récemment le plus grand fraisier jamais réalisé. Guinness Book des records, il faisait 118 mètres. Ok. Est-ce qu'il était bon? Il était très bon. Il a été servi dans une patinoire, la patinoire d'Argenteuil. Ah, mais c'était avec Nicolas Bernardet, je crois. Ouais, c'est ça. Il était présent. Je vous laisse, si vous voulez. Ah oui, pardon. Nicolas, un ami qui a fait le gâteau des 40 ans de ma femme. Ah. Très, très bon chocolatier. C'est clair. Ah ouais, un tueur. Même tout, des confitures. C'est quoi l'élément dont vous ne pouvez pas vous passer, Jessica? Voilà, question. L'huile d'olive, quand même, beaucoup. Dans la pâtisserie? Ouais, j'en mets quand même pas mal. C'est marrant. D'accord. On ne dirait pas qu'il y a de l'huile d'olive dans une pâtisserie. Bah non, justement. Huile d'olive et poivre. Je pense que c'est les deux où j'aurais du mal à. Ouais. C'est drôle, ça. Les poivres, c'est vraiment dans tous les desserts. Ça rehausse les goûts, en fait. Ça rehausse les goûts. En fonction de ce que vous utilisez, vous pouvez avoir des choses assez piquantes, des choses assez fraîches. Vous pouvez les utiliser frais aussi. Vous pouvez les consommer comme ça, les poivres verts. Donc, ouais, ça dépend. Après, je pense que poivre et huile d'olive. Oui, Judith, vous aimez quoi comme dessert, vous? Moi, je suis très gâteau au chocolat. Ah, bah on en a un top. On va venir goûter. Très, très chocolat. Bien fort. Chocolat fort. Chocolat. Chocolat chocolaté. Ouais. Alors, si c'est un brownie avec des petites noix, c'est encore mieux. Ok. Voilà. Ça croque comme ça. Moi, j'aime moins les noix dans le brownie. Vous, c'est quoi votre dessert, Philippe? À part la pavlova? J'aime bien le fraisier, puis bon, évidemment le fondant, mais plutôt coulant au chocolat. Ouais, vous aimez bien les trucs un peu légers quand même, vous. Le coulant au chocolat, un peu régressif pour le coulant au chocolat. C'est bourratif, mais c'est tellement bon. Et quand je vois ma femme qui se régale avec ça, je me dis j'arrive à lui fournir du bonheur sans la toucher. C'est trop mignon. C'est vous qui le faites du coup. Ah oui. Des idées qui claquent. Des idées qui claquent, des personnalités qui marquent, c'est excellent avec vous, pour vous et avec vous aussi ce soir sur Sud Radio, 2 personnalités qui font de l'excellence leur leitmotiv, le patineur artistique et pas que d'ailleurs, Philippe Candeloro et la chef pâtissière innovante Jessica Préalpato. On revient tout de suite, vous restez là tout de suite. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. C'est vrai. Eh ben, il y a du hors antenne dans cet excellent, vous l'aurez entendu. Merci d'être à l'écoute de Sud Radio comme chaque dimanche, c'est un vrai plaisir. Alors avec vous ce soir, Philippe Candeloro et son spectacle Ça patine à Tokyo avec la complicité de Nelson Manfort, sans oublier la féerie sur glace, on va en parler, la fille du marchand de sable, c'est bientôt à découvrir. Et puis pour couronner le tout, la chef pâtissière Jessica Préalpato, chevalier de l'Ordre national du mérite, j'adore dire ça, et élue meilleure pâtissière du monde 2019. Vous nous régalez, Jessica, avec vos créations au goûter de l'hôtel San Régis à Paris.
Allez Philippe, on se fait plaisir, on écoute un petit extrait de La fille du marchand de sable. Enfin la musique quoi. Oui. C'est pas une composition originale, évidemment. Très écossais, hein. Là, c'est une partie parce qu'en fait, c'est pendant le sommeil de la petite fille qui s'endort et qui a pris le rôle du marchand de sable. En fait, pour ça que ça s'appelle La fille du marchand de sable, parce qu'on est dans une histoire où on transmet un petit peu. C'est un peu moi qui transmets à ma fille ce rôle-là, puisque c'est ma fille Maya. Qui interprète le rôle principal. Et c'est votre femme qui met en scène. C'est ma femme. C'est le spectacle de ma femme. C'est elle qui l'a imaginé, écrit, composé, chorégraphié. Moi, je fais finalement le producteur exécutif de ce spectacle parce que je sais qu'il est d'une très grande qualité. Ça fait plus de 2 ans qu'on tourne avec, essentiellement pour les collectivités et aussi les comités d'entreprise, parce que on est un peu dans la fête de Noël. On va être à Issy-les-Moulineaux. C'est demain, on entend déjà Maria Carré arriver. Du 10 au 14 décembre, on est à Issy-les-Moulineaux au Palais des Sports. Donc c'est la première fois qu'il y aura une patinoire d'ailleurs disposée dans le Palais des Sports. On a une dizaine de séances de programmées. Et juste avant ça, le 29 et 30 novembre, pour ceux qui veulent, c'est à Troyes, à la patinoire des Trois Seines. Alors, il y a plein d'autres dates. Ça, c'était les dates de l'année dernière à Troyes. Okay. Par contre, on va faire... Très intéressant. Bravo Judith Bellard. Non, mais par contre, le 28-29, on sera du côté de Bourges. On remet le spectacle en place. Et la semaine d'après, on sera du côté de Troyes, normalement. Mais pas pour La fille du marchand de sable, parce qu'on y est déjà allé 2 fois. On a eu tellement de succès que moi je me refuse de retourner une 3e fois dans une ville pour refaire la même chose en fait. D'accord. Il faut qu'on soit capable. Quand ça marche, vous n'avez pas envie de réessayer? Non, on sait que ça marche, mais c'est ça. La programmation, il faut savoir se renouveler. On a d'autres spectacles. Olivia a conçu d'autres spectacles aussi. On fait d'autres choses dans nos productions. On a les spectacles des patinoires éphémères, par exemple. Il n'y a pas de possibilité de faire des jeux de lumière ni d'avoir un espace scénique. Donc on est plus sur de l'animation là. Donc c'est moi qui anime, on patine, on fait patiner des individuels, des couples, des ballets. Et ça marche très bien parce que ce sont les villes à ce moment-là qui invitent les spectateurs à venir, c'est gratuit. D'accord. Quand on est là au Palais des Sports, vous pouvez aller d'ailleurs sur la billetterie Fever et puis aussi sur Candeloro & Co. Vous tomberez directement sur le site de réservation. C'est le vendredi 12 et samedi 13 et vendredi 12 pour le décembre. Seulement pour les séances publiques payantes. Le reste, malheureusement ou heureusement, quelque part. On note. Ma fille va être ravie, c'est ce que j'allais dire. Quel âge avec les enfants. 6 ans. Ah 6 ans, c'est l'âge idéal. Parce que... Bon, moi, elle a bientôt 11 ans, mais elle va aimer quand même. Elle fera la gueule un peu, c'est pas grave. On fait même des spectacles où on réunit les scolaires et les CCAS. Ah, super. Ça, c'est génial parce qu'en fait, t'as l'impression que tout le monde s'entend bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc votre femme qui fait la mise en scène, qui a créé ce spectacle, Olivia Candeloro, d'Armand Candeloro. Et puis, il y a une double transmission parce qu'il y a votre fille aussi sur scène. On a envie de dire que, justement, vous dites vous transmettez, mais là, vous êtes en plein dedans. C'est familial, c'est artistique, c'est lié tout ça chez vous. Oui, alors déjà, on avait beaucoup évolué depuis 20 ans avec ma femme, parce qu'on a créé la Candeloro Show Company en 2006. On a créé 4 spectacles en tout qu'on fait tourner tous les 3 ans. On doit se renouveler, donc il faut qu'on mette de l'argent de côté pour trouver de quoi produire le nouveau show avant qu'il soit rentabilisé par une 50aine de représentations. Donc, nous, on fait essentiellement de la vente de sessions aux collectivités pour assurer la production. Et une fois qu'on a commencé à amortir un petit peu, on peut se permettre de lancer une séance publique payante pour qu'on puisse rentrer dans nos frais et surtout payer tous nos artistes qui sont tous rémunérés. On est quand même 25 sur scène. Ah, c'est énorme. 32 personnes en production, donc ça commence à être... C'est une vraie chorégraphie, quoi. Oui, puis c'est une vraie production, surtout alors qu'on fait ça sous le label d'une association qui s'appelle Candeloro Show Company, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais... Voilà, on s'éclate bien. On a une fille aussi, une autre fille, l'aînée, Luna, qui est derrière le rideau. Qui elle fait la régie technique derrière. On a un régisseur. C'est une affaire de famille, quoi. Oui, on a la petite dernière qui... C'est ça, non? C'est ça. Peut-être à un moment donné, la dernière, elle fait des études de commerce international. Peut-être qu'elle tiendra la caisse. Ouais. Elle va vous emmener aux États-Unis ou je sais pas où. On espère parce que elles ont baigné aussi dans le monde du spectacle depuis qu'elles sont toutes petites. On les a pas poussées. Maya est donc une danseuse qui a fait 7 ans d'Opéra de Paris, qui est devenue maintenant une danseuse plus généralisée dans le moderne. Mais c'est bien, elle a les bonnes bases classiques. Puis elle fait de l'aérien dans le spectacle, elle s'éclate bien, c'est propre, c'est sérieux. Et vous passez 1h15 vraiment... Vous êtes une famille de saltimbanques, en fait. En gros, de toute façon, les artistes, c'est un peu ça. C'est pas obligatoirement familial, vous savez, Philippe. Quand vous avez réussi à entraîner vos enfants, ça veut dire que vous avez vraiment réussi à leur passer quelque chose, quoi. Et on ne l'a pas poussé. Les circassiens, c'est un peu différent. Les familles de cirque, ils n'ont pas trop le choix. Et il faut y aller. Puis après, à force de pratiquer, que tu vois que tu fais plaisir à des gens, tu prends plaisir. Mais nous, c'est pas une obligation parce que moi, je les ai pas poussés à faire du patin. C'est ma femme qui était danseuse. Maya, elle a préféré la danse que le patin.
Bon, ça marche pour elles, tant mieux. Et heureusement qu'elles font pas de patin, parce que être la fille d'eux, déjà être la femme d'eux, c'est compliqué. Pour Olivia, ça a toujours été difficile. Mais être les enfants d'eux, en plus dans le même métier, alors là, je te dis pas, la galère. Eh bien, puisqu'on parle de transmission, Jessica, on va parler un peu de la vôtre. Alors, vous avez commencé dans le sud-ouest, vous, de la région dont vous êtes issue. Et puis, au départ, en arrivant à Paris, vous avez été formé par Frédéric Vardon. Et puis, en 2015, c'est la brigade d'Alain Ducasse au Plaza Athénée qui vous accueille. Et il y a une transmission, alors ça, c'est évident dans votre métier, des savoirs, des gestes. Et c'est ça, c'est ce cadre-là, finalement, qui vous a permis de bâtir votre philosophie. Et ça va avec cette rigueur aussi qui est en cuisine. Et ce respect du produit, c'est très important, je le répète, cette transmission-là. C'est ça, exactement. Et nous, on transmet malheureusement pas des gestes, mais on transmet des palais. Donc, j'ai vraiment formé des pâtissiers avec mes équipes aussi, avec mes sous-chefs. Vous transmettez pas vos gestes aussi ? C'est compliqué parce que nous, c'est quand même chacun sa manière de faire. Oui. Moi, je demande juste à ce qu'il y ait un couteau bien aiguisé, parce que mine de rien, on en a quand même besoin. Et puis des gens qui sont ouverts, qui ont envie de goûter, parce que mine de rien, dans ce métier en pâtisserie, il n'y a pas grand monde qui goûte. C'est un peu bizarre, alors que la cuisine, on est tout le temps en train de goûter, d'assaisonner, etc. En pâtisserie, on voit beaucoup moins ça. On a une fiche technique, on a une recette, on la suit. Et on n'a pas peur pas forcément. D'accord. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc c'est vrai que nous, je leur demande d'arrêter un petit peu tout ça. Et quand ils arrivent chez nous, en général, je leur dis vous repartez à zéro, ça vous plaît, c'est génial. Parce que si vous goûtez tous les bons gâteaux... Je fais pas mal de sport à côté, on va pas tricher. Vous n'avez pas une once de graisse, Jessica, on peut le dire quand même. Mais c'est vrai que pour le coup, oui, on forme beaucoup des palais. On forme des palais, on forme aussi à l'éducation du produit. Parce que mine de rien, on peut dire que des graines de courge, c'est des graines de courge, mais non, c'est pas tout. Elles se ressemblent pas toutes, elles n'ont pas toutes le même goût, elles n'ont pas toutes les mêmes textures. Donc voilà, tout ça, c'est aussi de l'apprentissage. Ils ont de la chance de l'œuvrer dans un métier où en fait il y a une rigueur telle que tout le monde comme vous, Ouais, mais nous la rigueur aujourd'hui elle est compliquée parce qu'on confond rigueur avec harcèlement. Dans nos sports aujourd'hui, avec toutes les violences sexuelles et tout ça, aujourd'hui, quand quelqu'un, entre guillemets, fait de la merde, tu peux pas lui dire qu'il fait de la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es toujours obligé d'embellir pour pas choquer. Parce qu'il y a eu trop de problèmes avant, quoi. Ouais, mais en même temps, aujourd'hui, leur métier, il a progressé. Pourquoi ? Avec cette rigueur en cuisine. C'est nécessaire à quelle que soit la pratique artistique, j'ai envie de dire. Mais je me demande si ça doit être aussi compliqué dans leur métier. Parce que moi, j'ai traîné un peu en cuisine une fois quand je suis allé avec Laurent Janin pour faire mon apprentissage de meilleur pâtissier. J'ai vu comment ça se passait en cuisine. C'est vrai que waouh. C'est des brigades, ça rigole pas. C'est des brigades et puis tout le monde est au garde à vous. Donc, et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc le fait qu'aujourd'hui, on n'ose plus mettre des petits coups de pied au derrière pour faire booster les gens. Des entraîneurs qui gueulent pas, il n'y en a pas beaucoup aussi. Non, ils gueulent plus maintenant. C'est pour ça qu'on a peut-être du mal à faire des champions demain. Alors moi, je suis pas pour dire. Vous vous êtes fait gueuler dessus, Philippe, beaucoup. J'ai été éduqué un peu à la baguette puisque c'est mon prof. C'était nécessaire en fait pour que vous arriviez à l'excellence. Non, c'était une question d'habitude. Ces gens-là sortaient aussi d'une éducation à la dure après le communisme et tout ça. Donc du coup, ils étaient dans leur mood. Nous aujourd'hui, c'est nos gamins ou les jeunes profs ont cette habitude-là, avec ces éléments de langage-là, avec cette façon d'enseigner. Mais nous, on a été éduqués un peu à côté hybride. Donc il faut qu'on sache s'adapter. Mais voilà, après, on n'est pas là pour torsionner les gens. Mais en Russie, vous savez, quand vous faites du haut niveau, on vous fait signer un contrat, les parents avec les enfants, sévices corporels autorisés. Voilà. Bon, on n'est pas en Russie, heureusement. Non, mais... c'est clair. Bon, et pour en revenir un petit peu au cœur de ce que vous faites, vous, Jessica, vous avez inventé la desseralité et vous restez fidèle à votre héritage. En même temps, vous rompez les codes complètement. Et vous, Philippe, vous avez apporté du théâtre, de l'émotion. On se souvient du parrain, de la musique du parrain et de votre incroyable show qui a fait que vous êtes devenu médaillé olympique, d'ailleurs. Donc, vous avez gardé aussi cette rigueur et cette technique pour en sortir. Et c'est grâce au code, finalement, l'un et l'autre, que vous avez réussi à prendre votre liberté, j'ai envie de dire, Jessica. Oui. Rompre les codes. Ouais, totalement. C'est casser les codes, je pense, qui nous a donné aujourd'hui, vous êtes obligés. Enfin, il y a tellement de très bons pâtissiers que si vous n'arrivez pas, c'est ce que je dis souvent dans les écoles, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir faire de la pâtisserie, avoir nos bases, mais il faut essayer de trouver un univers qui nous ressemble et c'est comme ça qu'on va, entre guillemets, se démarquer parce qu'aujourd'hui, on a tous Instagram, on a tous des réseaux. Et puis, il faut arriver à sortir du lot pour arriver à trouver des postes qui nous plaisent dans un métier qui nous plaît aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des très bons pâtissiers, donc il faut arriver à se démarquer, il faut arriver à trouver ce qui nous plaît et motive. Ouais, exactement. Vous, Philippe, c'est un peu la même chose. Vous avez créé votre originalité, quoi, en fait. Ouais, moi, je me suis, comme dit, le mot, c'est démarqué, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'être différent de 95% des gens qui patinaient à l'époque, d'avoir la chance de passer à la télé et de faire des résultats, en fait, ça a été une découverte pour beaucoup de gens.
À l'époque, le patinage, c'était Léon Zitrone qui commentait. Il n'y avait pas beaucoup de Français qui à part Calma et... On se souvient de la chanson de Léo Ferré. Et Giletti qui avait fait des médailles. Mais 20 ans plus tard, voilà, moi, je suis arrivé. Je n'ai pas patiné avec des moules caquettes, comme il disait à l'époque. Du lycra, les paillettes et tout le tralala. J'adore votre franc-parler, ne changez rien. Oui, mais c'est... Pourquoi on ne peut pas renier de la manière dont on nous a appris les choses ou comme quand on nous a dit des choses, on vous a dit ça c'est une culotte, vous dites c'est une culotte. Ouais, je suis d'accord. Il y en a qui disent c'était un slowbar, voilà, un slowbar. L'autre qui dit un string, mais non ça c'est pas un string Philippe, c'est rien, il y a pas de sous-vêtements en fait. On a tout essayé. Voilà. C'est excellent sur Sud Radio, on vous ouvre les coulisses de l'excellence française. Vous êtes en compagnie de 2 personnalités qui s'engagent pour leur art, le patineur que vous connaissez bien Philippe Candeloro, la chef pâtissière qui gagne à être connue, Jessica Préal-Pato, puis elle est déjà bien connue aussi, elle est là tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous avec vous, comme chaque dimanche, c'est excellent. Pour encore quelques minutes ce soir, vous êtes avec Philippe Candeloro, son spectacle Ça patine à Tokyo en compagnie de Nelson Montfort, sans oublier la féerie glacée, la fille du marchand de sable, bientôt à découvrir. Et puis, vous êtes aussi avec la chef pâtissière Jessica Préal-Pato, chevalier de l'Ordre national du mérite, élue meilleure pâtissière du monde 2019 et créatrice du goûter de l'hôtel Saint-Régis à Paris. Alors, je vous disais quelques minutes, car très bientôt, vous allez retrouver votre chronique dédiée aux personnalités engagées. Parlons de vous. Mais en attendant, c'est le portrait chinois. C'est parti. Vous êtes prêts tous les deux? Ni hao. Ça devrait aller. Philippe Candeloro, si vous étiez une chanson. Vivo per lei. Ok. D'accord. C'est une de vos chansons préférées? Vous la mettez en boucle à la maison? Pas en boucle, mais quand je l'écoute, elle me procure de l'émotion par rapport à la langue italienne. Ça me rappelle mes origines avec mon père et tout ça. Il l'a chanté, votre papa? Non, pas spécialement. Puis il y a eu des versions différentes aussi en duo. Donc non, je sais pas, cette mélodie, en fait, même sans musique philharmonique derrière, elle te transporte vers les montagnes des Abruzes d'où venait mon père et d'où j'ai passé quelques semaines. Un peu de quand j'étais nostalgie, enfant. quoi. Ouais. Mais il en faut. Jessica, c'est une question bête. Si vous étiez un dessert? Vous n'aimez pas les desserts. C'est ça en plus. Peut-être une tarte aux fruits. Ouais, tarte aux fruits, laquelle? Tarte aux pêches. D'accord. Je suis assez fan de tarte aux pêches. J'aurais mis un peu de verveine dessus, un peu de gingembre. Il y en a partout du gingembre avec vous. Ouais, j'en ai si partout, je vais c'est au Saint-Régis, c'est ça. Si vous avez envie de dormir, vous allez goûter au Saint-Régis et après ça ira beaucoup mieux. Tarte aux pêches, ouais. Philippe Candeloro, si vous étiez une couleur? J'aime bien le noir, mais je trouve que c'est terne. Donc ça vous va moyen, ouais. Ouais, puis j'aime pas les trucs trop extravagants. Donc vous aimez bien les paillettes quand même, non? Bon, le bleu, tu vois, j'aime bien le bleu. Le vert me va pas trop mal parce que ça, de temps en temps, ça va avec mes yeux. D'accord. Qui sont marron-vert. Voilà, on saura tout sur Sud Radio. Jessica Préal-Pato, si vous étiez un produit de la nature? Voilà, c'est une bonne question. Réfléchissez pas trop. Non, j'allais dire un personnage, parce que c'est le tatouage que j'ai sur le bras. Mais c'est une fleur que j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Ouais. Parce que c'est une fleur rare. Ouais, c'est une fleur rare et c'est une fleur qui arrive à percer la neige du coup en plein hiver et qui arrive à fleurir. Je trouve ça assez joli. C'est vrai. Pour la petite histoire, ouais. Philippe Candeloro, si vous étiez un geste de patinage? J'ai un grand aigle. Grand aigle, vous savez, racontez-nous ce que c'est. Grand aigle, c'est quand on a les 2 pieds complètement retournés comme ça, à l'extérieur. Chaque pointe de pied sont à l'extérieur de son extrémité et on glisse longuement. D'accord. Donc sur la quart extérieure, quart dehors, et on fait souvent des grands cercles comme ça sans repousser. Liberté totale. On a l'impression que voilà, vous envolez en fait. Qu'on pourrait ne pas avoir besoin de prendre de l'élan pour continuer en fait. Voilà. J'aime bien l'image. Ah ouais, c'est un peu comme le personnage, quoi. Ouais, c'est vrai. Si vous étiez une saison, Jessica Préal-Pato? L'été. Bon, l'été. Ouais. Il y a trop de fruits, c'est génial l'été, c'est magique. L'été. Je suis très soleil, moi. La pastèque, le melon. Il y a plein de trucs. Vous faites des trucs à la pastèque? Non, pas du tout. D'accord. Ouais, bizarrement, non. Ça donne trop de flotte. Ouais, puis c'est compliqué à travailler, on peut pas les cuire, on peut pas faire grand-chose avec, mais l'été. Ouais. Si votre patinage, Philippe Candeloro, était une autre forme d'art, si ça devait être autre chose, le patinage, ça serait quoi? Peinture. Ouais, c'est ce que vous aimez? Est-ce que vous peignez? Non. Non, il y a 2 choses que je sais pas trop faire, c'est peindre, dessiner, et puis sinon chanter aussi, c'est pas... ou jouer de la musique, j'aurais adoré jouer de l'harmonica, des choses où en fait, tout seul, tu peux aussi, de temps en temps, aller t'écouter, jouer. Voilà. Là, il faut mettre les patins, donc dans le jardin, c'est vrai que c'est compliqué. Bah ouais, une patinoire, et ça demande de la surface quand même. J'attends la petite chanson, du coup. Et vous, quel art, Jessica Préal-Pato, se rapproche le plus de votre travail en pâtisserie? Compliqué.
On n'est pas loin de la peinture aussi. Hein, quand non, on moi voit je suis vos très photos sur lecture, Instagram. alors j'ai envie de dire ça, mais c'est vrai que pour le coup... L'écriture la création écrite. Oui, ou peut-être même aussi... Là, typiquement, j'ai fait un gâteau de mariage pour le week-end dernier et j'ai passé quasiment 6 heures à faire... tous les petits détails, donc je dirais peut-être architecture, parce que mine de rien, on en a quand même pas mal besoin. Donc, ou la photo aussi, peut-être. Ouais, aussi. Ouais, c'est très important aussi. Ouais. Et vous, Philippe, si vous pouviez inviter un personnage de fiction à patiner avec vous, ça serait qui ? Stark. D'accord. Déjà, s'il pouvait me prêter sa combinaison scaphandre pour m'envoler en l'air et faire des quadruples sauts, déjà, ça serait sympa. Voilà. Donc vous avez envie de partir dans l'espace, en fait, hein, c'est ça ? Enfin, dans l'espace, peut-être pas, mais c'est juste que le fait de pouvoir voler, se déplacer rapidement d'un endroit à un autre, ça m'aurait servi, par exemple, pour ce soir, pour être à l'heure. Et c'est pas grave, on a pris à temps. On a bien rigolé quand même. Mais non, je trouve, puis ce personnage, il est charmeur, il a tout pour lui. Voilà, je sais pas, ça serait lui, voilà. Okay. Plus que Hulk. Voilà. Ça vous convient moins, ouais. Jessica, si votre pâtisserie était un conte, qui serait le personnage principal ? Un conte ? La Reine des Neiges. Ah là là, c'est dur. Vous réfléchissez trop, là. Non, je dirais plus... Alors, conte, je sais pas, mais en tout cas, je vois plus le côté un peu... c'est pas conte, c'est plus dessin animé, mais ouais, un peu Vaiana, qui part à la conquête et qui a pas peur alors qu'elle est très jeune, et puis qui réfléchit pas trop. Très bon dessin animé. Ça, c'est pas votre dessert, c'est vous, en fait, dont vous nous parlez. Aussi, c'est les deux. Philippe, on est notre pâtisserie. Ouais. Dernière question, quelle technique héritée de vos entraîneurs continue de guider vos performances tous les jours ? Je dirais plutôt c'est le laisser guider, en fait. Ouais. Je pense avoir un destin qui est plutôt sympa. Exceptionnel. Donc en fait, j'essaie pas de le contrer. C'est bien. Je pense que c'est une de... Et puis le repérage, le flair de trouver un champion, en fait. Sans faire exprès, mon entraîneur, que j'ai plus vu que mon propre père, m'a transmis ça sans me l'inculquer, quoi. Allez, la dernière pour vous, Jessica. Quel savoir-faire transmis par vos mentors, du coup, vous inspire aujourd'hui, tous les jours, quand vous travaillez ? Alors, savoir-faire, il y en a beaucoup, mais en tout cas, celle de Monsieur Ducasse, où il m'a dit faut tout le temps se renouveler, jamais rester sur ses acquis. Ouais, je pense que c'est très important. Chapeau, Monsieur Ducasse. Alors, on va retrouver Parlons de vous tout de suite, Philippe Candeloro, Jessica Préalpato. Vous restez avec nous. Sud Radio, Parlons de vous. Judith Belair. Parlons de vous, c'est des idées, des voix, des parcours qui comptent. Bienvenue, vous êtes sur Sud Radio, vous le savez. On est avec Catherine Malassagne, qui est aussi... Alors, la semaine dernière, Catherine, bonjour déjà, bienvenue. Bonjour, Judith. La semaine dernière, vous nous avez raconté votre implication dans Nos Aimés, que vous dirigez également. Ces deux enseignes appartiennent au groupe Domia, qui est présidé par Maxime Ayache. Vous êtes directrice générale donc de Shiva. L'idée, c'est aujourd'hui que vous veniez nous parler un peu de l'évolution de la reconnaissance et puis aussi du changement de regard sur ce métier essentiel pour tout le monde, des employés de maison. Alors ça, c'est un sujet qui me passionne. Ouais. Donc moi, j'ai démarré comme femme de ménage il y a très très longtemps. Donc ça, c'était le début de ma carrière, très très loin, parce que c'était pas un seul métier et qu'il fallait bien que je puisse payer mes études, et la vie m'a ramené chez Shiva. D'accord. Donc nous, chez Shiva, ce qu'on veut mettre en lumière, c'est quand même rendre visible un métier qui a été très longtemps invisible, et qui est par nos campagnes, par notre vision. Donc on va en parler des campagnes si vous le souhaitez, Harcourt, et on a mis en lumière les gens. Oui, parce que en fait, ça je le dis pour les auditrices et les auditeurs, vous avez fait photographier vos employés de maison par le studio Harcourt qui fait les photos des grandes célébrités, des grandes icônes qu'on connaît tous, en noir et blanc, d'une qualité absolument exceptionnelle, et c'est d'ailleurs votre campagne de publicité. C'est notre campagne depuis 2022 qu'on a fait évoluer sur et qu'on voit un peu partout sujets. D'ailleurs. Ouais, je sais, on nous voit beaucoup, mais c'est aussi pour la bonne cause, parce qu'on parle pour Shiva, mais on parle aussi pour un tas de personnes. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un coup de projecteur sur un métier qui était très invisible. Et en faisant ça, on sait qu'on avance pour la cause globale. Et il y a des gens qui travaillent qu'il faut mettre en lumière, que c'est un métier aujourd'hui reconnu, et qui ne doit plus rester dans l'ombre ni dans le black, tout simplement. Derrière, il y a plein d'autres sujets. La première mission dans tous les acteurs des services à la personne, c'est de donner une fiche de paye et de donner
des protections à des salariés. Bien sûr. Donc aujourd'hui, ces campagnes-là mettent en lumière des personnalités. C'était un choix qui pouvait être risqué au départ de faire ça. Et ça a été très bien accueilli. En fait, finalement, quand on prend des risques et qu'on reste dans l'authenticité, c'est ça qui fonctionne et qui touche le cœur en fait des gens. Aussi. Oui, ce sont des vrais employés de maison. Aujourd'hui, ce sont des vrais employés de maison qui sont en lumière chez nous. Aujourd'hui, on a 20 000 employés de maison. Alors, c'est vrai que de faire ça, c'est qu'on a beaucoup de succès. On nous félicite très régulièrement. On reste humble d'avoir osé faire ce genre de campagne. Donc, qui peut, c'est vrai que dans les temps qui courent, c'est pas très simple de mettre en lumière toute une catégorie de population. Mais c'est d'autant plus important. Je pense qu'on est dans une époque où on a envie de voir tout le monde en fait et de savoir ce qui se passe, quoi, vraiment. Donc de personnaliser en fait. Puis elles ont le droit d'être belles, Elles ont le droit d'être des nanas bien dans leur peau. Bien sûr. Moi, ce que je ressens beaucoup, et ça j'ai parlé dans mon petit univers Shiva, on a quand même 20 000 employés de maison. Quand je les rencontre régulièrement, c'est une véritable fierté. Donc ça, c'est rien que le mot fierté, c'est très important. Ouais. Et pour vous, c'est un véritable engagement, tant nos aimés dont on parlait la semaine dernière que Shiva aujourd'hui, c'est un engagement social et de cœur pour vous. Je rappelle que vous êtes directrice générale. Pour toute l'enseigne, pour tout le groupe. C'est-à-dire, je le porte avec Maxime, mais c'est tous les collaborateurs en agence partout. Aujourd'hui, on le porte. On porte finalement les couleurs. D'ailleurs, la dernière campagne est en couleurs parce qu'on porte beaucoup de valeurs. Donc, c'est une fierté qu'on partage aussi avec des gens connus en dehors qui nous accompagnent, dont les mamans ont été employées de maison. C'est ça qui est. Il y a vraiment des gens, des grandes personnalités qui aujourd'hui assument parfaitement une maman, un papa qui a travaillé dans le milieu du ménage ou dans d'autres milieux très invisibles. Et aujourd'hui, c'est la fierté. Après, il y a plein de choses à faire encore dans ce métier. Il y a plein de choses à faire évoluer. Là, on a fait de l'image, on a fait un premier pas. Ça serait quoi le premier truc qui vous vient ensuite à faire bouger, Catherine ? Vraiment encore les préjugés. Ça, c'est clairement quelque chose encore de très important pour moi. Faut arrêter le regard, de les mettre sous la poussière. Le regard, les mettre sous la poussière parce que je supporte pas quand on les réduit à un tablier ou un seau avec des gants. Donc ou à une relation, ça se passe très bien chez le client. Non, c'est pas ça. Ça se passe non seulement très bien, et en plus il y a des liens qui se créent. Et puis les clients qui font appel à du ménage, c'est parce qu'ils en ont besoin. Faut arrêter de dire que c'est du luxe ou bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc c'est parce qu'on en a besoin, et les femmes qui travaillent, les femmes qui bossent, les hommes pareil qui ont besoin d'avoir des gens. Il faut arrêter tous ces préjugés. Et puis vous êtes la preuve, Catherine, excusez-moi de le dire, vous avez commencé en tant qu'employée de maison, aujourd'hui vous êtes directrice générale de 2 marques du groupe en question. Bon, vous êtes bien la preuve que c'est un début comme les autres finalement, et que tout est possible tout moment que la tout est possible. Voilà. Ça ouvre la voie en fait. Voilà. J'ai été étudiante et il fallait que je fasse un boulot. J'ai fait du ménage dans des restos le matin parce que mes parents pouvaient pas. Ça arrive. Bien sûr. Je suis très fière de mes parents. Et puis voilà. Et ça apprend la vraie valeur des choses, quoi. Oui, il y a plein de gens qui ont fait ça. Vous savez, il y en a plein qui font des nounous, des babysitters, du service, etc. Voilà, tous ces services. Et puis il y en a qui en font leur métier complètement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Catherine Malassagne. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Shiva, c'est ça l'enseigne dont on parlait aujourd'hui, faites partie du groupe Domia. Merci d'avoir parlé avec votre cœur dans Parlons de vous. Vous avez bien parlé de vous. Merci beaucoup. Sud Radio, Parlons de vous. Judith Belair. C'était excellent. Merci beaucoup, Philippe Candeloro, Jessica Prel-Pato, d'avoir participé à cette émission. Vous êtes les bienvenus tous les deux. J'avais plus envie de vous laisser. On va rester. Vous revenez quand vous voulez. On va rester. On va se mater le film du dimanche soir ensemble. Puis on va venir vous voir dans sa pied patine à Tokyo et dans la fille du marchand de glace de sable sur glace, Philippe. Alors, sa patine à Tokyo, la prochaine date, si je ne me trompe pas, c'est jeudi 2 octobre 2025 à Vauche. Et puis il y a toutes les infos sur Internet. Ouais, pour la tournée. Puis on va aller à Tahiti aussi très prochainement. Donc ça va être sympa ça. Voilà. Et puis vous, Jessica, c'est la carte du goûter de l'hôtel Saint-Régis à Paris. Puis si vous prenez l'Eurostar, vous découvrirez la gastronomie nouvelle. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous de votre fidélité à cette excellence. C'est votre émission sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 19h pour écouter de nouveaux destins excellents. Et puis vous le savez, tous les samedis à 13h30 pour Parlons Femmes. On s'embrasse. Je vous embrasse. À Merci Judith. Bye. Merci Judith.